Mauritania, la de la jere chile chayale. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, bade indépendance de la République. Yeah, don noisson, don capitaine, Mauritanie, we don't know the day, indépendance de la République de Mauritanie. Sous quelques siècles que ce soit, consiste à faire sien ce savoir-vivre que définit Primo Levi et qui consiste, dit-il, en un code de comportement spontané. Certaines prescriptions et certains interdits pouvaient être tournés. Il fallait le savoir. Mais on l'apprenait avec l'expérience. Celui qui survivait au premier jour finissait par comprendre et apprendre tous les biais, toutes les ficelles possibles, la meilleure manière de se porter malade, par exemple. Fin de citation. En somme, il s'agit de savoir user pour contourner des interdits, surmonter certaines contraintes, développer chaque fois que cela est possible, sinon des formes de lutte, du moins des résistances, même passives, pour tenir, pour survivre, pour sans cesse faire reculer cette échéance fatale, toujours présente, celle de la mort. Nous étions dans la logique de ce savoir-vivre-là, lorsque, harassés par la lourdeur de nos chaînes aux pieds et l'inconfort dans lequel elles nous plongeaient en permanence, 28 d'entre nous décidèrent de casser le cadenas qui retenait la chaîne à leurs pieds. Pour cela, beaucoup passèrent devant la forge de Jacob el-Kérim qui s'était spécialisé dans l'art de fracturer le cadenas dont les chaînes étaient pourvues. Il suffisait ensuite d'enrouler le cadenas cassé avec des morceaux de chiffon qui nous protégeaient en même temps des frottements des anneaux de la chaîne sur nos chevilles. Le 22 mars 1988, 22 détenus, dont 2 de droit commun, avaient le cadenas de chaîne cassé. Cela fut découvert suite à une fouille sévère et systématique de tous les détenus et de tous leurs effets. Les 22 détenus qui avaient cassé leur cadenas seront atrocement torturés à ciel ouvert dans la nuit du 22 mars 1988, puis isolés dans un local exigu pendant un mois. Les conditions de détention des autres furent durcies, maigres effets confisqués, l'unique lampe à pétrole supprimée, obscurité complète la nuit. Les quelques ouvertures dans les murs qui faisaient office de fenêtres furent obturées avec du bambou. La valorisation du temps, l'organisation de la vie dans l'espace carcéral, contraient la volonté de déshumanisation du système carcéral par des tentatives de construire dans l'espace carcéral un environnement humain, activités récréatives, culturelles, intellectuelles. Cela aussi procède de ce savoir-vivre du détenu. Nous étions dans ce registre quand nous avions demandé et obtenu de prendre en charge l'organisation de nos groupes de travail, 4 en tout. Quand nous avons mis sur pied une commission composée des responsables du groupe de travail présidé par Ba Oumar Moussa et chargé du suivi et de la gestion de nos problèmes quotidiens. Nous étions toujours dans ce registre quand nous avons créé des jeux de dames et d'échecs, quand nous organisions des débats, des conférences, des séances de traduction du Coran et des séances de blagues animées par Seydou Khan ou Mamadou Habiba. Nous étions dans la logique de résistance quand le 5 février 1988, nous avions décidé de débattre de la proposition de rédaction d'une lettre à adresser au comité militaire de salut national sur nos conditions de détention, l'irrégularité de nos précis, notre position sur la situation du pays, notamment par rapport à la question nationale. Le savoir-vivre de survie du détenu ou le réflexe de conservation lui permet de survivre, d'espérer. Et l'espoir est source de vie. Il réveille en nous des forces oubliées ou méconnues de nous, des forces mentales qui, dans les pires moments de notre vie, peuvent nous empêcher de basculer dans l'abîme. Ce sont ces ressources qui, sollicitées, permettent aux détenus d'opposer l'humanité via ce savoir-vivre dont il a été question
à la volonté de déshumanisation d'un système carcéral dans lequel on retrouve grosso modo 3 types de geôliers. Le mauvais ou le méchant, c'est le Cerbère Petsek. Il est zélé, il est intraitable, il est capable du pire et sans crier gare. C'est le type le plus dominant. Le garde Abdallahi, le lieutenant Flingueur et bien d'autres étaient de cette espèce. Le bon, c'est le geôlier, compatissant, plein d'humanité, respectueux. Nous parlerons de lui plus longuement plus loin. Le garde-chef, après sa métamorphose, était de cette catégorie. Dans un camp de concentration, Elie Wiesel en croisera un dont nous parlerons plus loin. Enfin, il y a le geôlier qui est là parce que sa mission l'a placé là. Et sa mission, il essaie de l'accomplir sans zèle, des fois sans enthousiasme. Il ne rudoie pas, ne provoque pas, ne maltraite pas. Le brigadier Abdallahi était de cette catégorie. Dans la vie carcérale, il peut arriver un ou des moments où le détenu ploie sous les effets cumulés de la faim, de la fatigue, de la crasse, de la maladie, de la torture physique et psychologique. C'est le moment où le processus de déshumanisation du système carcéral ayant atteint son point culminant, le détenu perd son sens grégaire naturel. À ce moment précis, l'aspiration à la survie individuelle a tendance à prendre le dessus sur celle à la survie du collectif, du groupe. Le chacun pour soi prend le pas sur l'esprit de solidarité. C'est ce qu'on pourrait appeler en pulaar yidande hoore mum wona añande bandum, expression qui pourrait correspondre aux fameuses charités bien ordonnées commence par soi-même. Dans ces cas-là, quand l'estomac est longtemps resté sans exercer sa fonction physiologique, quelques morceaux de biscuits ou quelques arachides, vous vous cachez sous votre couverture pour les manger plutôt que de les partager avec votre voisin. Quand, à la faveur d'une cohue suite à l'évacuation des prisonniers, Elie Wiesel, adolescent tout en cherchant son père depuis longtemps agonisant, se dit « Pourvu que je ne le trouve pas, si je pouvais être débarrassé de ce poids mort, de façon à pouvoir lutter de toutes mes forces pour ma propre survie, à ne plus m'occuper de moi-même, quand il pense cela, ce n'est assurément pas par cynisme ou par manque d'amour filial ou d'humanité. D'ailleurs, aussitôt, dit-il, j'eus honte pour la vie de moi-même. Mais parce qu'il était à ce point accablé, écrasé, anéanti par les conditions de détention dans le camp de concentration, qu'il ne songeait plus qu'à sa propre survie, même au prix du sacrifice de celle de son propre père mourant. S'insérer dans une démarche de survie individuelle ou opter pour la survie du groupe, partager avec le groupe le peu que l'on a ou se le réserver soi-même. Cette ambivalence chez l'homme, lancinante chez le détenu, c'est encore elle que pointe du doigt Georges Saint-Prand quand il écrit que, dans les camps, l'homme devient cet animal capable de voler le pain d'un camarade, de le pousser vers la mort, mais dans les camps, l'homme devient aussi cet être invincible, capable de partager jusqu'à son égout, jusqu'à son dernier morceau de pain, jusqu'à son dernier souffle pour soutenir les camarades. C'est-à-dire, ce n'est pas dans les camps que l'homme devient cet animal invincible. Il l'est déjà. C'est une possibilité inscrite dès toujours dans sa nature sociale. Réellement, on n'avait pas besoin des camps pour savoir que l'homme est l'être capable du meilleur et du pire. Fin de citation. Quant au rapport à la mort, nous constatons que dans des conditions de détention extrêmes, la mort rôde en permanence. Tout la signale, tout la rappelle, elle est présente partout. Chacun y pense, mais personne n'en parle vraiment. Comme si c'est un sujet tabou, comme si en parler est un sacrilège. Quelques semaines avant le premier décès à Oualata, celui de Ba Alassane Oumar, nous avions la certitude qu'elle allait frapper et sans tarder.
Mais cela ne se disait pas, cela se taisait ou se chuchotait. Quand allait-il intervenir précisément? Qui ferait partie de la liste macabre? C'est à ce niveau que se situait l'inconnu pour nous. La pensée de la mort était refoulée comme dans la vie courante, nous dit Primo Levi. Pour qui? Qu'elle fut escamotée, découlée du fait qu'elle n'apparaissait pas comme un péril immédiat. Je voudrais finir en mettant l'accent sur deux enseignements, entre autres, de portée universelle, mis en évidence et vérifiés par le vécu carcéral. Premier enseignement, le geôlier ou la métamorphose du bon geôlier en bon. C'est la mise en exergue dans toute son acuité de la complexité de l'être humain au travers de ses contradictions et de ce qu'il y a en lui d'ambivalent. C'est la problématique de la bonté et de la méchanceté humaine que Primo Levi pose sous forme interrogative quand il dit qu'il y a des hommes bons, d'autres qui ne le sont pas, que chacun est un mélange de bons et de mauvais. Dans le système carcéral, objet de notre propos, la finalité est de briser psychologiquement et physiquement le détenu jusqu'à ce que mort s'en suive, sinon de l'humilier en le déshumanisant. Pour réaliser cet objectif, le système carcéral s'appuie sur un dispositif de sécurité et de surveillance. Les hommes qui opèrent dans ce système carcéral en constituent l'élément central. Il faut qu'ils soient suffisamment obéissants, zélés, endoctrinés ou supposés comme tels pour s'acquitter de la funeste besogne qui leur est confiée. En effet, zélés, revêches, cyniques, sadiques, ils le sont en général et majoritairement. Mais dans ce milieu hostile et violent par essence, fait de brutes et de méchants, émergent toujours des hommes de bonté, des alliés en somme. Ils vous apportent leur solidarité, leur aide, autant que le leur permettent les conditions dans lesquelles ils exercent leur fonction de geôlier. Le bon et le méchant réunis et unis dans un système carcéral au service d'une même mission, mais qui la perçoivent et l'exécutent différemment. Je les ai côtoyés à Jreida et à Walata. Le bon de Jreida, ayant déjà parlé de lui dans le livre mentionné plus haut, souffrez que je vous dise un mot à propos de celui de Walata, car, à bien des écarts, il présente étrangement des similitudes frappantes avec Lorenzo. C'est lui dont Primo Levi disait croire que c'est à lui qu'il devait d'avoir survécu. Mais parlons d'abord de notre monsieur de Walata. Il était courtois et respectueux. Il avait le visage et l'allure générale des personnes naturellement affables et attachantes, celles qui, au premier contact, vous inspirent sympathie plutôt qu'aversion. Il était altier sans être arrogant. Il était l'antithèse du flingueur. Il avait un sens empathique très prononcé. Il savait nous écouter. Face à nos multiples problèmes, il était très réactif. À chaque fois que cela fut pour lui possible, il a cherché à nous apporter un peu de confort, si tant est qu'on puisse faire usage de ce mot dans les conditions qui étaient les nôtres. 2 ou 3 fois, il se rendit à Nouakchott. Dans ses bagages, les lettres de quelques détenus destinés à leur famille résidant à Nouakchott. Une fois à Nouakchott, déjà muni des coordonnées des familles qu'il avait obtenues des détenus, il se déplaçait lui-même jusque chez chaque famille, lui remettait son courrier, en prenait un autre pour le détenu. Aux détenus concernés, il apportait lettres et nouvelles de leur famille. Est-il besoin de souligner qu'il suffit de se projeter dans le contexte de l'époque pour savoir que monsieur prenait des risques énormes qui auraient pu lui coûter sa carrière s'il était pris la main dans le sac. Il y a aussi le cas de Cher que j'ai signalé dans Jeté à Walata. Il ne s'agit pas là de la cohabitation entre deux geôliers, le bon et le méchant, mais de l'ascendant du bon sur le méchant chez le même geôlier. Cher était acariâtre, agressif, méchant, brutal dans ses manières et dans son expression. Il finit en peu de temps par se métamorphoser en geôlier qu'on pourrait classer parmi les bons. Il devint simplement humain,
capable d'empathie et de sympathie. Quant à Lorenzo, ouvrier civil, Primo Levi écrivit, ouvrons les guillemets, pendant 6 mois, il m'apporta un morceau de pain et le fond de sa gamelle de soupe. Il me donna un de ses chandails rapiécés et écrivit pour moi une carte postale qu'il envoya en Italie et dont il me fit parvenir la réponse. Il ne demanda rien et n'accepta rien en échange parce qu'il était bon et simple et ne pensait pas que faire du bien lui a rapporté quelque chose. Mais Lorenzo était un homme. Son humanité était pure et intacte. Il n'appartenait pas à ce monde de négation. C'est à Lorenzo que je dois de n'avoir pas oublié que moi aussi j'étais un homme. Fermons les guillemets. Parlant d'un surveillant dans un camp de concentration, Elie Wiesel notait ceci. 700 détenus travaillaient sous des ordres et tous l'aimaient comme un frère. Jamais personne n'avait reçu une gifle de sa main, une injure de sa bouche. Fin de citation. Le bon et le méchant cohabitent souvent. Que le bon soit visible du détenu ou non, qu'il se laisse voir comme tel ou qu'il agisse dans la discrétion au profit du détenu, il est souvent, voire toujours, présent dans le milieu carcéral. Et le détenu finit toujours par l'identifier par son comportement, par 1000 petits gestes, une façon de parler, un regard, une recherche de proximité, de contact, etc. La cohabitation entre le bon et le méchant geôlier dans des conditions carcérales extrêmes, c'est un fait que j'ai vérifié dans mon expérience carcérale. Et je pense que c'est une réalité que l'on retrouve dans tous les milieux carcéraux, sous quelque cieux qu'il s'agisse. C'est cette cohabitation entre le bon et le méchant que nous désignons Poulard par l'expression « le bon unifof, modio enalo ». Autrement dit, là où se trouve le méchant, il y a le bon. Deuxième enseignement, les valeurs de liberté et de dignité, elles sont théoriquement et universellement admises comme n'ayant pas de prix, quelle que soit l'échelle considérée, une personne, un groupe humain, un pays. Mais seuls quelques laboratoires d'expérimentation infaillibles, quoique nous eussions bien voulu nous en passer, peuvent apporter la preuve concrète, tangible, irréfutable de cette vérité valable partout et en tout temps. Au nombre de ceux-ci de lieux carcérales, quel que soit le nom qu'ils portent, camp, prison, fort, etc. C'est en détention, là où on est complètement, radicalement privé de cette liberté, amputé de cette dignité, que l'on saisit tout le sens, toute la portée, toute la substance, toute la vérité de ces belles et admirables formules. La liberté n'a pas de prix, la dignité n'a pas de prix. Et c'est sans doute pour cela, et parce qu'elles sont à chaque instant menacées, cette liberté et cette dignité, que David Eisenhower, que je cite de mémoire, a dit en substance dans son discours à l'occasion de l'une des premières célébrations en France du débarquement en Normandie des forces alliées le 6 juin 1944, la liberté est une conquête de tous les jours. Fin de citation. Autrement dit, elle doit être conquise et préservée chaque jour. Et on doit y veiller de manière permanente sous peine de l'avoir piétinée ou confisquée. Il s'agit là, on l'aura compris, d'un enseignement majeur de la Seconde Guerre mondiale et de ces camps d'extermination, symbole abominable de la mort, de la liberté et de la dignité humaine. Et c'est probablement fort de cet enseignement fondamental qu'il a lui-même tiré de son propre vécu concentrationnaire que Primo Levi nous prévient. Partout où dans le monde, on commence par bafouer les libertés fondamentales et le droit à l'égalité, on glisse rapidement vers le système concentrationnel. Et c'est sur cette pente qu'il est difficile de s'arrêter. En ce qui nous concerne, nous Mauritaniens, notre contribution dans le combat universel pour la liberté et la dignité humaine doit aussi consister à davantage de vigilance
à œuvrer constamment pour que plus jamais ne se reproduisent en Mauritanie d'autres Walata, d'autres Iman, d'autres Jreya, d'autres Soliman. La liste est bien loin d'être exhaustive. Vous l'avez compris, cela ne vous a pas échappé. Merci de votre patience.